Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-18973b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlants. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort.
Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques, et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leur noyau rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune.
C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna, et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes, de la taille de Mars, a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années. Et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune. Mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile mère. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouve au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil 3 fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grand que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable, car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude,
des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune, située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile, qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée, même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cygnus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindon dans l'atmosphère. Et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindon donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous, dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter, et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou, les vents soufflent jusqu'à 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km/h. Et il y a mieux, la pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalt et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de vert. Le vert que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinal. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu, de sorte que la Terre était plus violette. Et puis il y a une planète rose très loin de nous. 4 fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie.
Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres.
En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la troisième planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial.